Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mes réceptions littéraires du mois d'avril. Donc aujourd'hui, je vous parle de mes bandes dessinées et des romans que j'ai reçus par les maisons d'édition. Je ne suis pas payée pour vous en parler, mais je le fais vraiment juste par passion et par amour pour la littérature jeunesse. J'en ai lu pas mal, j'ai pas tout lu, là, je vous avoue qu'on est comme en transition là, avec mon bébé là, pour les siestes et tout, là, donc c'est plus difficile d'avoir du temps pour moi. Mais je vais quand même vous faire une critique là, de tout ça. Et, attention, attention, j'ai un concours! Donc, je vais commencer par ça, dans le fond. La maison d'édition Bayard Canada a lancé la version des romans de la collection Zèbre pour les plus jeunes. Donc, vous connaissez sûrement la collection Zèbre pour les... Je pense que ça s'adresse à un public là, de 10-14 ans, par exemple, autour de ça. Pour les lecteurs récalcitrants, ça se veut des romans parfois humoristiques, parfois émotifs, parfois, mais toujours vraiment dans un but d'accrocher le lecteur à sa lecture. On a un graphisme qui est intéressant, on a des chapitres qui sont courts, on a une mise en page qui est intéressante également. Et c'est une collection qui a vraiment fait fureur et qui fait encore fureur là, dans les classes personnellement. C'est une collection que j'apprécie énormément. Et ils se sont dit pourquoi ne pas reprendre cette collection-là, mais pour les 7 à 10 ans. Donc vraiment plus là, pour le deuxième cycle spécifiquement, donc les bons lecteurs du premier cycle et le deuxième cycle. Et j'ai 2 titres ici, mais parmi tous ceux qui vont commenter la vidéo, je vais faire tirer les 4 titres de la collection en collaboration avec Bayard Canada. Donc merci infiniment Bayard pour ça et je vous souhaite bonne chance à tous. Donc à qui ça s'adresse ces livres-là? Comme je vous disais, aux lecteurs récalcitrants autour du deuxième cycle. J'ai lu les deux. Donc nous avons ici Bienvenue au camp catastrophe. C'est écrit par Valérie Fontaine, vous la connaissez sûrement, une autrice québécoise qu'on aime beaucoup, et illustré par Sylvain Cabot. Donc, bienvenue au camp catastrophe. On a 2 sœurs qui s'en vont dans un camp de vacances et où rien ne se passe comme elle l'aurait espéré, surtout le personnage principal, la grande sœur. Donc, il y a des mésaventures qui se passent, elle a peur, elle n'a pas un bon moniteur et tout. Donc, on est vraiment dans un classique, une histoire là, classique de camp de vacances, qu'il y a probablement beaucoup d'enfants qui vont se retrouver. Encore une fois, comme je vous dis, on a un graphisme et parfois même des illustrations au cours des pages très intéressant pour nos lecteurs. Et j'ai lu également Frousse en forêt, écrit par Martine Latulippe et illustré par Pierre. Et Frousse en forêt, c'est l'histoire d'un petit garçon en classe qui fait le clown et qui ne sait jamais vraiment quand s'arrêter. Qui va toujours à la limite de ce qui est tolérable et il y a un certain moment où l'enseignante, elle se fâche, elle en parle aux parents et les parents lui disent que ça n'a pas de bon sens, que il faut qu'il apprenne. Alors, la journée de l'Halloween, papa décide de l'amener, de l'empêcher d'aller passer pour les bonbons, pour aller chercher des bonbons, et décide de l'amener avec lui faire une randonnée comme quand il était jeune. Donc, la randonnée ne se passera pas comme il l'avait prévu. Donc, on n'est pas dans de l'horreur, on est vraiment plus dans en tout cas pour ces deux-là, on est vraiment plus dans du réalisme pour que les enfants puissent s'identifier au personnage, se reconnaître et être intrigués quand même par la suite. Il y a quand même toujours un petit suspense. On a toujours envie là, de lire le prochain chapitre. Donc, il y a 2 autres titres de la collection que j'ai pas sorti les 2 autres titres malheureusement, mais c'est 2 titres avec des auteurs encore une fois là, bien reconnus. Donc, je redis, pour tous ceux que ça intéresse, là, pour les profs du deuxième cycle ou pour les parents avec des enfants de 7 à 10 ans, je vous encourage fortement à participer au concours. Je change de maison d'édition maintenant et nous avons Grom Québec. Je vous ai parlé de cette nouvelle maison d'édition dans ma vidéo du mois de mars, si je me rappelle bien. Et ils ont sorti en collaboration avec SPCA. Donc, est-ce que ça sera une collection? Je ne suis pas encore certaine. Mais Aventure au refuge, ici nous avons Capitaine Le Gourmand. Donc, c'est l'histoire d'un bébé chiot qui était dans une portée et qui s'est enfui, se fait retrouver par une personne et lui était passionné par la nourriture de poubelle et tout, et se fait retrouver par une personne et se fait amener à la SPCA. Et on en apprend un petit peu plus sur les traitements des enfants, non, le traitement des animaux
dans la SPCA, justement, on en apprend également sur le système d'adoption et c'est le personnage, c'est le chien dans le fond qui nous parle et lui il communique entre autres avec, je pense qu'il y a un pigeon, il y a un rat, il y a un autre chien. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai oublié de vous dire, c'est écrit par Audrey Archambault. Audrey Archambault est une autrice qu'on aime beaucoup et dont je vais vous parler justement, j'ai une autre nouveauté d'elle. Donc c'est comique, c'est mignon, les enfants je dirais du premier cycle, deuxième cycle, peut-être, mettons, première, deuxième, troisième année, vont beaucoup aimer. Je vous montre l'intérieur ici. Et si je me souviens bien, oui c'est ça, chaque livre vendu soutient les animaux de la SPCA de Montréal. Donc bravo Grande Québec pour cette belle initiative et je recommande, honnêtement, sincèrement, l'histoire elle était bonne, ça se tenait. C'était un beau moment de lecture que j'ai passé avec Capitaine. Toujours donc de Audrey Archambault. Audrey, il va falloir que tu nous donnes ton secret pour nous dire comment ça se fait que tu as autant d'heures dans tes journées pour sortir 2 romans en même temps. Nous avons ici le tome 3 de Eléalix. Eléalix, c'est une série dont je vous ai déjà parlé, je l'aime beaucoup. On a le dernier tome ici, je pense, je dis dernier tome, mais je ne l'ai pas lu celui-là parce que dans le fond, j'ai lu les 2 premiers. Puis quand je reçois beaucoup de livres comme ça, j'aime ça au moins avoir un avis sur tout. Puis cet avis-là, dans le fond, cette collection-là, je l'aime déjà. C'est un roman dont vous êtes le héros, mais un roman comme une aventure, une enquête dont vous êtes le héros avec des personnages diversifiés, avec un super bon suspense. Je sais que Benita, mon amie Benita, en a fait une lecture feuilleton avec ses élèves et c'était avec les élèves, dans le fond, c'est eux qui devaient choisir à quelle page se rendre selon telle ou telle intrigue et tout dans le roman. On est dans un roman qui se veut un petit peu plus fantastique. Ben, le premier, dans le fond, on est dans un camp de vacances et les enfants entendent une légende sur le monde d'Eléalix et décident d'aller trouver donc la porte, si je peux dire, pour entrer dans ce monde-là qui devrait, selon la légende, se trouver dans la forêt. Donc ça, c'est plus le premier tome. Le deuxième tome, ben là, ils réussissent donc à y entrer, mais il y a vraiment plusieurs embûches. Et donc, le troisième, les 11 portes de Yorizav. Celui-là, comme je vous dis, je ne l'ai pas lu parce que je l'aime déjà, cette série-là. J'avais pas besoin de le lire pour vous témoigner de mon amour pour cette lecture, mais clairement, pour le troisième cycle, c'est vraiment, vraiment, vraiment une belle série. C'était chez Fides Jeunesse. Toujours chez Fides, nous avons Zipolaris, le tome 3. Une autre série que j'ai beaucoup aimée. On en entend moins parler de cette série-là. Je l'ai lue, je pense en février l'année dernière. Donc elle date là, dans le fond depuis plus d'1 an. Et le premier tome, même si on est dans un univers qui est plus fantastique, j'avais adoré. Et si vous suivez mes chroniques, vous savez que moi je suis très difficile à accrocher dans le fantastique. Mais là ici, l'écriture de Jean-Louis, c'est ça Jean-Louis, hein, je pense? Oui, Jean-Louis Blanchard, elle est ultra humoristique et on a vraiment l'impression que c'est un ado qui nous parle et non un enfant. Un adulte qui se prend pour un enfant. Puis moi, souvent, j'ai de la difficulté dans la littérature pour ados à cause de ça. Mais là, on est dans des réflexions d'ados, on est dans de l'humour pour ados. Bref, le premier tome, je l'avais vraiment aimé. Je vous avoue que le deuxième tome, je l'ai lu tellement rapidement que je m'en rappelle comme presque pas. Mais celui-là ici, on vient en même temps un petit peu parler des fausses nouvelles, on vient parler du bouche à oreille, mais du jeu du téléphone, parce que dans le fond, la malédiction de Zangra, dans le village où, comment il s'appelle donc? Nat. Dans le village où Nat se retrouve, on entend parler d'une malédiction, d'une légende. Et là, plus on en entend parler, plus les gens se mettent à associer des événements à cette légende-là, à cette malédiction-là, jusqu'à ce qu'on réalise que dans le fond, la plupart des affaires, ça avait absolument pas rapport. Mais je trouve que c'est intéressant parce que les enfants qui le liront verront, ben en tout cas, on espère qu'ils vont pouvoir aiguiser justement leur jugement critique parce que, ben non, ça avait vraiment pas rapport tout ce que les autres disaient. Mais on a quand même un un zipoïde qui va venir dans le monde de Nat. Donc c'est comme une petite créature qui a faim continuellement, puis Nat va devoir essayer de retourner ce zipoïde dans son monde. Donc on est plus dans une partie qui est réaliste que fantastique dans ce tome-ci. Ce que j'aime aussi de l'écriture de Jean-Louis Blanchard, c'est qu'on est vraiment venu faire un résumé du premier et du deuxième tome au courant de la lecture. Tu sais, sans que ce soit voici un résumé et on repart. Au courant de la lecture, on fait comme des petits clins d'œil à l'histoire et
pour moi qui l'avais lu en février et en je sais plus quel mois, là, le tome 2, ben ça fait vraiment une différence parce que je lis tellement que des fois je me rappelais plus tellement de l'histoire. Alors vraiment merci pour ce petit coup de pouce Jean-Louis. Et bravo Fides pour cette collection. C'était le dernier de cette collection-là, mais on va retrouver Nat dans une autre série qui sera comme parallèle, mais qui va plus s'adresser aux adolescents. Donc les on était vraiment plus aux vieux enfants, disons, mais la prochaine série, selon Fides, me disait qu'elle va s'adresser vraiment plus à un public adolescent. Ensuite, chez non, c'est pas vrai, pas chez Ozu, chez Petit Homme, nous avons Pétulia et la Féraliase égarée. Ça, c'est pas un roman que j'ai demandé parce que quand j'ai vu je vais être 100% honnête avec vous, quand j'ai vu le service de presse, je me disais que ça s'adressait pas vraiment pour mon public et que moi-même, en tant que lectrice, j'aurais de la difficulté à le lire et donc à le conseiller à mes élèves. J'ai voulu y donner une chance quand même, mais j'ai pas eu le temps de le lire malheureusement dans mon mois. Donc je vous montre la couverture, vous allez peut-être comprendre. On dirait que c'est pas quelque chose qui m'accroche en tant que couverture. Là, on a comme du brillant, on est vraiment dans un univers complètement fantastique. À l'intérieur, donc, on a des illustrations colorées. Je trouve que je sais qu'il y a plusieurs enfants qui vont aimer. Les pages sont très épaisses. Moi, en tant que lectrice, là, ça fait vraiment une différence. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez Fides également. Les pages sont épaisses et moi, j'aime beaucoup ça parce que ça me permet de ne pas me concentrer sur l'écriture qu'on voit à l'endos. Donc, en tant que lectrice TDAH, ça fait une différence. Et donc ici, les pages sont épaisses, et on a des belles illustrations, des courts paragraphes. Donc d'après moi, c'est une lecture qui se fait rapide. Mais je vous le présente juste parce que j'aimerais avoir votre rétroaction sur ce roman. Si vous l'avez lu, ça me ferait vraiment plaisir d'en savoir plus parce que je ne sais pas quoi en penser de cette série. Ça dit que c'était une série qui a connu un succès international. Donc j'attends de vos nouvelles. Merci de m'aider pour ça. Ensuite, on tourne dans la section plus bande dessinée et manga. Donc, pas le premier manga que je lis, mais dans les débuts. Vraiment, là, je suis pas du tout une lectrice de manga, mais c'est ô combien captivant pour les enfants, pour les jeunes ados. Moi, mes 5-6e l'année passée, il me fallait un bac de manga là, parce qu'ils adorent les mangas. Et je pense qu'en tant que lectrice je me veux une passeur de lecture, bref, je sais pas comment le mettre. Je veux être cette personne qui va les aider dans leur lecture, leur faire des suggestions, donc j'ai pas le choix moi-même de me plier à lire des mangas. Même si visuellement c'est très chargé pour moi, j'ai beaucoup de difficultés à le faire. Mais je me suis prêtée au jeu pour Balade au crépuscule. Ça me semblait intéressant quand j'ai lu le service de presse parce que on a une jeune fille qui est rédactrice pour le journal de son école et qui est en charge d'aller visiter des lieux hantés dans son village. Et elle va se lier d'amitié avec une jeune fille dans sa classe qui passe inaperçue, une nouvelle élève qui passe vraiment inaperçue, qui parle pas beaucoup. Donc elle va se lier d'amitié avec elle pour pouvoir aller explorer à chaque jour ces lieux hantés. Et chaque chapitre, dans le fond, c'est un nouveau lieu. Et à chaque fois, on réalise que c'est pas vraiment hanté, puis on a une explication qui est plus scientifique ou qui est plus réaliste derrière encore ces légendes dans son village. Je trouve qu'on pourrait faire un beau parallèle justement là, avec ce roman Zipolaris parce que c'est vraiment juste le jeu du téléphone qui fait en sorte que ces légendes-là, on y croit. J'ai trouvé que c'était parfois très sombre, je sais pas, tu sais, je sais que ça se veut justement des visites de lieux hantés, mais des fois j'avais de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passait dans l'histoire parce que c'était très très sombre. Mais je dois dire que à un certain moment dans l'histoire, on arrive à un lieu où l'auteur-illustrateur a décidé de mettre en couleur ces pages-là. Et c'est tellement beau, puis je vous le dis, quand je le lisais, quand je suis arrivée à ces pages-là, on dirait que le souffle me coupait tellement j'étais habituée au noir et blanc, et là on arrive à ces pages qui sont en plus justement au crépuscule. Ah, c'était si beau que juste pour ça, cette expérience-là, j'ai trouvé que ça valait la peine. C'est le tome 1, je me laisse encore, c'est pas comme un gros coup de cœur, mais je me laisse m'attacher au personnage. Je vais continuer de lire la série pour voir si elle réussit à m'accrocher.
Finalement, donc, deux autres envois qui n'étaient pas prévus, mais dont j'ai décidé de vous parler quand même. Le redresseur. Donc, le redresseur, c'est une... J'ai le tome 1 et le tome 2. J'ai lu seulement le tome 1. C'est une série qui met en scène un membre de la Première Nation de Wounded Sky. Donc, chose que j'ai trouvée intéressante, donc c'est une Première Nation de Winnipeg. Et c'est, dans le fond, ils se disent première série de bande dessinée à mettre en scène un super-héros autochtone. Donc, juste pour ça, vous savez à quel point c'est une cause qui me tient à cœur. Je me suis dit, go, je la lis. J'aurais aimé l'aimer plus, mais j'ai trouvé que je manquais d'explications. J'ai l'impression qu'on aurait pu faire... il me manquait de jus pour bien comprendre l'histoire. Il y a beaucoup... Tu sais, peut-être que ça se veut justement de l'intrigue, le mystère, de cacher des bouts de l'histoire pour nous accrocher à lire la suite. Personnellement, ça a eu l'effet contraire de j'ai décroché parce que je ne comprenais pas assez. Au même titre que pendant l'histoire, parfois, on change d'un lieu à un autre, puis il y a des nouveaux personnages, c'est pas tant expliqué, on sait pas trop c'est qui, on sait pas leur rapport avec le personnage principal. Bref, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais j'ai pas compris comment ça se fait que le super-héros, justement, a des super-pouvoirs. C'est comme pas tellement clair. Pourquoi, tu sais, comme l'autre personnage, un moment donné, il s'embrasse, mais au début, je pensais que c'était sa sœur. Tu sais, vous voyez, comme il me manquait des détails, sincèrement, pour mieux apprécier l'histoire. Je lui donne, tu sais, c'est vraiment, au contraire, le fait qu'il y ait un super-héros autochtone, ça me motive à lire le deuxième. On verra si dans le deuxième, je réussis à mieux comprendre et ça réussit à m'accrocher encore plus. En plus, on parle de santé mentale, donc je trouve que c'est intéressant. Ça peut valoir la peine, mais pour l'instant, je suis encore... je dois encore me laisser impressionner là, par la série. Donc voilà mon avis bien honnête sur cette bande dessinée. Alors c'est tout pour romans et bande dessinée du mois de mai. Je vous rappelle le concours, donc n'hésitez pas à les commenter si vous voulez courir la chance de gagner les 4 nouveaux titres de la collection Zèbre chez Bayard Canada. Pardon. Et je vous souhaite un très beau mois de mai. On se retrouve à la fin du mois, au début du mois de juin pour ma critique des réceptions du mois de mai. Alors je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci de m'avoir écouté.